Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Je ne suis pas extrémiste, c'est le slogan de la campagne lancée par des membres de la société civile en Mauritanie. Une campagne qui vise à lutter contre l'intolérance véhiculée par de nouveaux médias, des médias par ailleurs très prisés par les groupes terroristes actifs dans la zone du Sahel. 24 ans après la fin de l'apartheid, nombreux sont les défis à relever en Afrique du Sud. Les populations des bidonvilles, à grande majorité noire, s'estiment discriminées. Elles exigent aujourd'hui des logements plus décents. Et puis, le Cameroun soutient le Maroc, seul candidat africain à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Une annonce de Dieudonné Appy, le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun souhaite en effet que la candidature du Maroc soit unanime au niveau du continent africain. En Mauritanie, une campagne de lutte contre l'extrémisme religieux a été lancée par des blogueurs, des lanceurs d'alerte ainsi que des membres de la société civile. Objectif, éradiquer toutes les formes d'intolérance véhiculées par les réseaux sociaux qui sont par ailleurs largement mises à contribution par les groupes terroristes actifs dans la zone du Sahel. Explication Ibrahima Dioumaba. Depuis une semaine, des blogueurs, des lanceurs d'alerte et des membres de la société civile ont lancé en Mauritanie une campagne sur les médias et les réseaux sociaux contre l'extrémisme religieux. Objectif, s'attaquer à la prédication de l'intolérance véhiculée par les nouveaux médias, très prisés par les groupes terroristes actifs dans la zone du Sahel. La politique mise en place par la Mauritanie se base sur un engagement sociétal. Les éléments, la société civile, l'État, avec une dose sécuritaire, mais aussi une dose de prévention et de sensibilisation. C'est dans ce cadre qu'on peut inclure aujourd'hui ces opérations de communication ayant comme support l'Internet, parce que c'est une population très jeune, l'Internet est très développé, les réseaux sociaux ont un rôle dans la radicalisation. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces initiatives mauritaniennes qui, à mon avis, répondent à un impératif de prévention. Dans le cadre de cette campagne, le siège du syndicat des journalistes mauritaniens a abrité un débat. En plus de la lutte contre l'extrémisme religieux, les discours racistes sont aussi prohibés par les activistes. Ces efforts des acteurs de la société civile viennent en appoint à la politique du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme. Le pays est le premier ou l'un des premiers qui a été frappé par le phénomène terroriste depuis les années 2005. Cependant, cet État a développé un dispositif social inclusif de prévention contre l'extrémisme violent sur 3 volets. Le volet de la Mouhawara, qui est un dialogue inclusif, la Munafaha, le fait d'utiliser des éléments pour parler aux jeunes en leur prodiguant un conseil utile, et puis ce qu'on appelle la Mouraja'a, le fait de réviser les textes qui pourraient poser quelques problèmes d'interprétation pouvant pousser à la violence. Entre 2005 et 2009, la Mauritanie avait fait l'objet de plusieurs attaques terroristes qui avaient coûté la vie à des soldats, des civils et des touristes étrangers. 600 terroristes avaient été arrêtés et présentés à la justice. Depuis 2009, la Mauritanie n'a pas connu d'attaques terroristes sur son territoire, notamment grâce à une politique de prévention impliquant les oulémas. Cependant, les risques de montée de l'extrémisme demeurent réels à cause de l'activité des groupes terroristes au Sahel. Vers une reprise du tourisme tunisien, le pays pourrait accueillir 8 millions de touristes cette année 2018. Les Tunisiens peuvent compter sur la fidélité sans faille des Algériens, les premiers visiteurs qui représentent près de 3 millions de touristes. Explication Mariama Dramé. Après avoir été durement touché par les attaques terroristes, le tourisme tunisien semble bien portant. Des chiffres au beau fixe confirment l'amorce d'une bonne reprise du secteur. En témoignent les 8 millions de touristes attendus cette année dans le pays, dépassant ainsi les chiffres de 2014 et 2010, année de référence du tourisme tunisien. En effet, le nombre d'entrées a dépassé les 2,3 millions le 20 mai, soit une hausse de 21,8% par rapport à la même période en 2017 et de 5,7% par rapport à la même période en 2010. Les recettes liées au tourisme, elles, ont atteint 358,6 millions de dollars durant les 5 premiers mois de 2018, soit une hausse de 31,8% par rapport à la même période en 2017. Premiers visiteurs de la Tunisie, plus de 3 millions de touristes algériens sont attendus selon les prévisions. Toutefois, cette embellie du secteur suscite une certaine inquiétude quant à la capacité du pays à y faire face. Il y a d'abord
les circuits connus qui sont maintenant sous surveillance constamment aux frontières. Aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, il y a un service de prévention du terrorisme. Donc, j'insiste sur la partie préventive de la lutte antiterrorisme qui, actuellement, jusqu'à maintenant, je touche du bois, a donné d'excellents résultats. Un des poumons de l'économie de la Tunisie, les autorités ambitionnent de diversifier les produits touristiques, notamment à travers la promotion du tourisme saharien à part entière. Pour y parvenir, le pays organisera d'ici 2020 le premier salon dédié à ce tourisme qui dure toute l'année et non 4 mois seulement comme le tourisme balnéaire. La redistribution des terres, une des priorités phares du président sud-africain Cyril Ramaphosa, une réforme qu'il a voulu mettre en place dès son arrivée au pouvoir en février 2018. Pourtant, peu de choses ont changé, notamment pour les résidents des bidonvilles, à grande majorité noirs, qui souhaitent avoir des logements plus décents. Explication Aïssatou Damanka Besland. La question de la répartition des terres est un dossier encore très sensible en Afrique du Sud, une situation qui crée des inégalités et des divisions raciales au sein de la population. Cet état de fait est hérité de l'apartheid, ce système ségrégationniste qui interdisait les Sud-Africains d'habiter ou de devenir propriétaires dans les mêmes quartiers que la population blanche. Cependant, depuis la fin de l'apartheid, rien n'a changé. Les populations continuent de vivre dans ces zones précaires, comme c'est le cas dans le bidonville d'Alexandra. Ces bidonvilles appelés autrefois des townships. Mes yeux sont pleins de larmes, mais vous ne pouvez pas les voir. Ce qui est encore plus blessant, c'est que tous les autres lieux ont changé, sauf Alexandra. Cet endroit est surpeuplé. Vous ne pouvez même pas voir où vous êtes. Alors pourquoi Alexandra ne change-t-elle pas? Même lorsque Mandela de l'ANC est arrivé, Alexandra est restée la même. Si la question de la réforme agraire est au cœur des priorités du gouvernement pour une meilleure redistribution des terres, les populations les plus défavorisées espèrent que leur demande sera enfin entendue. Elles souhaitent avoir de nouveaux logements pour éviter les menaces d'expulsion, mais aussi pour pouvoir faire des économies et assurer l'avenir de leur famille. La maison dans laquelle je vis est très petite et j'ai 5 enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons pas nous laver ni rien faire dans cette maison. J'ai dû envoyer mon fils vivre chez sa tante. Je voudrais avoir un terrain où je pourrais construire une maison pour mes enfants et vivre correctement. Avec l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa, les espoirs sont encore plus énormes. Des millions de Sud-Africains attendent toujours de posséder une parcelle de terre. Mais selon l'économiste Angelo Fick, le défi auquel est confronté le gouvernement est la gestion de l'urbanisation. La majorité des Sud-Africains vivent dans les villes. Ils sont plus nombreux à vouloir venir dans les villes. Le gouvernement doit leur donner des logements, mais aussi les services qui accompagnent la vie en ville. Le défi du gouvernement sud-africain, 24 ans après l'apartheid, c'est de gérer le processus d'urbanisation interrompu par l'apartheid. Et cela implique pour le gouvernement d'investir dans l'accès à la terre pour la majorité des Sud-Africains. La plupart souhaitent juste avoir une vie normale, un logement, une maison dans les zones urbaines. À rappeler que la communauté noire représente 79% de la population totale sud-africaine. Seuls 7% possèdent des terres dans les zones urbaines. Le sort du Maroc, seul candidat africain à l'organisation de la Coupe du Monde 2026, sera connu ce 13 juin 2018. En attendant, le pays reçoit déjà des soutiens de la part de certains pays africains, notamment du Cameroun. Un appel a par ailleurs été lancé par Dieudonné Appy, le président du comité de normalisation. Un appel à un soutien unanime de l'Afrique, conformément à la volonté de la CAF. Viviane Baoken. Le Cameroun soutiendra le Maroc, seul candidat africain à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. L'annonce a été faite par le président du comité de normalisation, Dieudonné Appy. La FECAFOOT justifie cet appel à la solidarité africaine par le fait qu'il y a la nécessité largement partagée d'une organisation tournante de cette compétition. La Coupe du Monde sud-africaine en 2010, lors de son attribution, a fait l'objet de beaucoup de polémiques.
notamment des Européens qui pensaient que l'Afrique n'était pas encore à même d'abriter une Coupe du Monde. Et l'organisation par l'Afrique du Sud, premier pays africain à accueillir une Coupe du Monde, était fantastique et a même battu les records des organisations précédentes. Donc en cela, je crois que la Fédération camerounaise de football, à travers l'appel du président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, ne pouvait pas rester en reste, ne pouvait pas rester en retrait du soutien massif des pays africains par rapport à la candidature marocaine. 8 ans après la première édition en Afrique, tenue en Afrique du Sud en 2010, le Cameroun souhaite que la candidature du Maroc soit unanime au niveau du continent africain selon la volonté de la Confédération africaine de football. Pour les experts, le royaume chérifien a toutes ses chances au regard de ses importants atouts infrastructurels. Le Maroc a véritablement tous les atouts que présenterait, je veux dire, le Mexique, les États-Unis pour abriter une Coupe d'Afrique des Nations. Davantage sur les infrastructures sportives. Lorsque vous allez à Agadir, vous trouvez un stade aux normes. Lorsque vous allez à Casablanca, vous trouvez au moins 4 à 5 stades qui peuvent abriter un match de Coupe du Monde. Si vous êtes à Tanger, à Rabat, à Marrakech, je crois que le Maroc a tous les atouts et toutes les chances d'avoir une Coupe du Monde, d'avoir une candidature crédible. Rappelons que cette candidature du Maroc est la 5e du genre après celle de 1994, 1998, 2006 et 2010, toutes non concluantes. Le sort du Maroc sera connu le 13 juin 2018 à côté de ses adversaires que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique qui ont déposé une candidature commune. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.